Dans le 20e, comme partout en France, chaque élève est rattaché à un collège public, celui du secteur où il habite. Cette carte permet de mieux répartir les élèves et contribue, en théorie, à la mixité sociale. Mais à Doisneau, il y a 2 fois plus de violence que dans la moyenne des autres collèges parisiens. Et les résultats sont médiocres. Alors, un tiers des parents du secteur refusent d'y envoyer leurs enfants. Comment font-ils pour y échapper? Avec quel passe-droit? Et jusqu'où sont-ils prêts à aller? Ce père de famille a un peu grugé. Il préfère rester anonyme. Il y a 5 ans, son fils aîné devait entrer au collège Doisneau. Voilà. Le collège auquel nous étions rattachés, c'est le collège Doisneau, qui se trouve effectivement dans le secteur ici des Amandiers. Lui habitait à 5 minutes, ici. Mais il voulait pour son fils un meilleur établissement, en dehors de son secteur, à l'autre bout de l'arrondissement. Donc on le voit ici, c'est le lycée Hélène Boucher. Mais pour inscrire son fils, il a besoin de 2 justificatifs de domicile. C'est la règle. Alors comment les obtenir puisqu'il n'habite pas le bon secteur? Pour ce directeur financier plutôt aisé, la solution était toute simple, acheter un appartement dans le secteur en question. Rien de moins. Donc c'est juste ici, hein. Alors. Bonjour. Cet appartement, il ne l'a jamais habité. Bonjour Chloé, comment allez-vous? Aujourd'hui, il le loue à cette jeune femme. Oui, donc là vous êtes dans la pièce principale, donc qui fait dans les 13 mètres carrés je pense. C'est un 2 pièces, il l'a payé 61 000 €. Mais à l'époque, peu importait le prix. Ce qu'il lui fallait absolument, c'était trouver un appartement avant les inscriptions au collège. Bah, j'avais une forme d'urgence qui s'installait. J'avais une deadline qui devait être celle du mois d'avril, je crois. Donc il fallait impérativement trouver. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, je veux dire, je ne me préoccupais même plus des conditions financières d'achat, de choses de cette nature. Ce que je voulais, c'est trouver un bien dans le bon secteur qui soit correct. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Avec la promesse de vente et la première facture EDF, il a pu inscrire son fils dans le collège de son choix. Et ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, car tous les mois, il touche le loyer. Et vous payez un loyer de combien? De 650. Charges comprises. Mais cette opération a fait débat dans sa famille. Avec sa femme et ses 3 enfants, il habite une maison de 200 mètres carrés. En plein cœur d'un quartier populaire. Il s'y sent mieux que dans un quartier bourgeois. Pour lui, la mixité sociale, c'est bien, mais elle a ses limites. Nous, on a fait le choix, effectivement, de venir habiter dans des quartiers où il y a une mixité sociale. Mais effectivement, à un moment donné, il ne faut pas non plus qu'on en subisse toutes les conséquences, quelles qu'elles soient, même celles qui sont les plus risquées pour l'avenir de nos enfants. Voilà, donc la mixité sociale, il faut qu'on arrête de considérer qu'il y a une réalité derrière. Ça veut dire vivre quand même dans des arrondissements mélangés, mais mettre sous cloche quand même les enfants pour les protéger de l'environnement. Donc moi je trouve que là, c'est pas tellement... Effectivement, il aurait mieux valu aller dans un quartier aisé, dans ces cas-là. S'acheter une adresse, c'est une combine réservée aux gens aisés. Et certains agents immobiliers en profitent. Dans le 5e arrondissement, par exemple, autour d'un des établissements les plus prestigieux de France, le collège-lycée Henri IV. Maupassant, Sartre, Alfred de Musset, les plus grands y ont usé leur fond de culotte. À quelques rues de là, Jean-Michel Saraoui tient une agence. Aujourd'hui, il a entré en portefeuille un nouvel appartement dans le quartier. Il fait aussitôt une petite vérification sur Internet. L'accueil du site de l'Académie de Paris, qui est un site que l'on consulte régulièrement. Vous avez un onglet École, Collège, Lycée. Vous descendez dans la rubrique Sectorisation Collège. Alors, pour ce bien qui se situe rue Laplace, on va vérifier, eh bien oui, l'appartement, donc rue Laplace, est sectorisé pour le collège, pour Henri IV. Cette caractéristique, Jean-Michel Saraoui la met systématiquement en avant, notamment dans ses petites annonces en vitrine. Pour lui, c'est un argument de vente. Un appartement sectorisé Henri IV va nous permettre justement d'aider à la vente et de faciliter. Les gens voulaient au départ un ascenseur, il n'y en a pas, mais il est sectorisé Henri IV, donc on va le prendre quand même. Et il n'est pas le seul dans ce cas.
tous les agents du quartier font la même chose. Ils connaissent par cœur la sectorisation et ses subtilités. Par exemple, la rue Monge. Elle est à cheval sur 2 secteurs. On se retrouve ici devant le numéro 18. Le 18 est un immeuble qui est sectorisé Pierre Alvizet. Et on va faire juste une dizaine de mètres pour se retrouver devant le numéro 16 qui, lui, est sectorisé Henri IV. Alors selon que vous allez acheter au 18 ou au 16, vous allez vous retrouver affecté dans tel ou tel lycée. À appartement équivalent, le 16 se vendra 5 à 10% plus cher que le 18. Et au numéro 16, il y a justement un appartement à vendre. C'est pas du grand standing, mais ça vaut 9 à 10 000 euros du mètre carré. C'est un studio de 28 mètres carrés. Une seule pièce, au premier étage et pas très lumineuse. Tarif, plus de 200 000 euros. Pour être sur le bon secteur, certains n'hésitent pas à s'endetter lourdement et même à mettre une grosse pression sur leur enfant. On a signé des promesses de vente avec des parents qui se sont retournés à la fin de la signature vers leur enfant en leur disant tu vois ce que papa et maman, l'effort que papa et maman viennent de réaliser pour toi, tu as intérêt à réussir. Pour que leur enfant accède au bon établissement, certains engloutissent leurs économies. D'autres ont trouvé une solution moins chère, mais totalement illégale, faire des faux documents. La famille d'Hugo, 11 ans, habite cette maison en banlieue parisienne. Père informaticien, mère haut fonctionnaire. C'est un excellent élève. L'an dernier, son entrée en 6e dans le collège de secteur s'est bien passée. Mais ça n'a pas duré. Il y avait 3 élèves issus de milieux défavorisés, ayant de mauvais résultats scolaires et qui exprimaient envers lui de la jalousie. Principalement de la jalousie, donc avec des mots déplacés et le titillant toujours. Il se faisait bousculer dans les rangs avant de rentrer en classe, donc il se prenait des mots de la part des professeurs. Enfin, le poussant tout le temps à la faute. Son fils se fait chahuter et le niveau de l'établissement n'est pas très bon. Elle décide de le changer de collège. Et pour trouver 2 justificatifs de domicile sur un autre secteur, elle triche avec un ami complice. Un ami s'est proposé. Il habitait une rue qui nous intéressait et s'est proposé pour me faire un contrat de location. Comme si, en fait, il partait à l'étranger, il libérait son appartement et puis le louait pendant ce temps-là. Avec ce faux contrat de location, elle a son premier justificatif. Mais ça ne suffit pas. Et puis nous avons mis donc l'EDF à mon nom. L'EDF est prélevé sur mon compte bancaire. Et puis il m'envoie un règlement en échange. C'est vrai que ce n'est pas légal. Le contrat de location est un faux, c'est clair. On a marqué un montant de loyer qui n'a jamais été versé, c'est vrai. Mais c'est un ami. Grâce à ces documents, son fils peut aller dans un excellent collège, à une demi-heure de chez lui, en plein centre de Paris. En début d'année, conscient que ses parents avaient triché, Hugo n'était pas très à l'aise. Si, ça m'a un petit peu gêné de me dire que oui, c'était pas bien et tout, mais après, bon, quand j'ai vu le niveau du collège, la différence de niveau, et que je me suis dit que c'était pour mon bien. Pour éviter qu'Hugo ne fasse une gaffe et que la fraude ne soit repérée, ses parents lui ont demandé de donner ses 2 adresses au collège. La fausse, mais aussi la vraie. Et pour les justifier, ils ont inventé une histoire. On demande à l'enfant, si jamais il y a des questions, de dire que ses parents sont séparés, que la maman habite à Paris et que le papa reste habité en banlieue. Donc on lui demande on l'insère dans un mensonge alors qu'on lui a toujours dit que le mensonge était interdit. Alors pourquoi ces entorses à la morale? Selon elle, la situation de son fils l'y obligeait. En tant que parent responsable, on est quasiment obligé de le faire. Je suis désolée, j'en suis vraiment désolée parce que je prône vraiment le collège de proximité, ça a plein d'avantages, mais je ne peux pas faire autrement pour mon fils. Alors, y a-t-il de nombreux parents comme elle qui contournent la loi? Charlemagne, en plein centre de Paris. Un autre établissement prestigieux. Ici, le proviseur n'est pas dupe.
Bien sûr, dans les dossiers d'inscription, officiellement, aucun problème. Mais traditionnellement, à la rentrée, ils demandent aux 6e leur véritable adresse, pour savoir où expédier les bulletins scolaires. Certains lui répondent honnêtement. Et nous nous retrouvons en fin de course avec 26% de nos élèves qui n'ont plus d'adresse sur le 4e arrondissement, sur notre secteur, tout à fait officiellement. Nous avons ici, par exemple, 7 élèves qui habitent le 1er arrondissement, 7 élèves qui habitent le 2e arrondissement, une trentaine qui habitent le 3e. Et encore, tous ces élèves hors secteur sont ceux qui ont bien voulu l'avouer. Qui ne sont pas sur notre secteur. Et nous avons en fin de course 2 élèves du 5 élèves du 10e, 32 du 11e, 10 du 12e et le pompon. Et on a même 10 élèves qui, finalement, se révèlent habiter en banlieue. Selon la loi, l'inspecteur d'académie peut poursuivre en justice des parents qui ont menti. Mais cela ne s'est jamais vu. Et il est même très rare que l'élève soit renvoyé du collège. Dans la pratique, c'est vrai qu'à partir du moment où un enfant est entré dans notre établissement, nous n'allons pas aller à l'encontre de l'intérêt de l'élève. Et si véritablement l'élève s'épanouit et fonctionne dans l'établissement, nous n'allons pas punir l'élève parce que les parents ont triché. Il y a plus simple que les fausses adresses, obtenir une dérogation. C'est possible en choisissant par exemple une langue qui n'est pas enseignée dans le collège de secteur. Mais est-ce toujours dans l'intérêt de l'enfant? Retour dans le 20e arrondissement. Nous voici à Hélène Boucher, un collège qui a plutôt bonne réputation. 80% de réussite au brevet. Olivier Mine est un proviseur à l'ancienne, il tient ses troupes. Mesdemoiselles, je ne veux pas de gens assis ni couchés dans les couloirs. C'est debout ou en salle de permanence. Son établissement est un des rares à Paris où l'on enseigne l'italien et le russe. Mais dans ces classes, combien d'élèves s'intéressent-ils vraiment à ces langues? Nous avons proposé au proviseur d'organiser un petit test. Bonjour. Par curiosité, il a accepté de jouer le jeu. Donc, vous voyez, ça va être très vite rempli. Sur la première question, pourquoi avez-vous choisi le russe? On vous propose 2 réponses. Est-ce que c'est par intérêt pour cette langue ou est-ce que c'est pour être dans ce collège, et dans un collège qui a une bonne réputation? Ce questionnaire est strictement anonyme. Votre questionnaire, voilà, bien anonyme, je les mets à l'envers. Vous voyez, je ne les regarde pas. Il a été distribué dans toutes les classes de russe et d'italien. Merci. Avec le proviseur, nous avons ensuite dépouillé les réponses. En italien, ils sont 15% à avoir choisi cette langue pour être dans un bon collège. Quant aux Russes, ils sont 25% à indiquer que le choix du collège est intervenu dans les raisons du choix de la langue vivante russe. Mais à long terme, ce choix peut être pénalisant pour l'enfant. Opter pour le russe, c'est le condamner à faire toute sa scolarité dans les meilleurs établissements. Et il faudra qu'il suive. On peut avoir quelquefois des désillusions parce que demandant un enseignement rare, si on l'obtient à l'entrée en 4e, après il faudra pouvoir poursuivre toute sa scolarité en gardant cette langue vivante rare, sachant que les lycées qui recrutent dans ces langues vivantes sont forcément un petit peu plus sélectifs que ne peuvent l'être les lycées qui offrent le choix de langue vivante le plus ordinaire, pour ne pas dire le plus banal. Option, achat d'appartement, fausses adresses, certains ne se posent même pas toutes ces questions. Pour intégrer un collège prestigieux, la solution la plus rapide, c'est le piston. Et à Paris, ça se passe ici, au rectorat. Alors voilà les 2 dossiers des dérogations demandées par, ou les passe-droits demandés par les journalistes pour la rentrée dernière, la rentrée 2006-2007. Ça vient un peu de partout? Oui, ça vient d'un petit peu partout, donc... Nicolas Boudot est le chef de cabinet du recteur. Lui, il ne s'occupe que des demandes des journalistes. Journaliste de France Télévisions. Là, c'est toujours France Télévisions, c'est France 5. Là, c'est TF1. Ça, c'est un journaliste du Figaro. Journaux de droite, de gauche, toutes chaînes de télé confondues, des demandes de passe-droit comme celle-ci, il en reçoit environ chaque année 200. Et parfois, le culot des journalistes le scotche. Depuis le mois de mars dernier, nous tenions une fois de plus à vous remercier de votre intervention.
voilà, etc., etc. Cette lettre émane d'un journaliste d'un grand hebdomadaire de gauche. C'est d'ailleurs assez amusant, d'un point de vue de pure, comment dire, de pure idéologie quand même, que le qui donne des leçons à l'Académie de Paris de façon annuelle sur l'absence totale de mixité sociale à Paris dans certains établissements scolaires et qu'il nous demande de façon relativement récurrente des passe-droits pour ne pas aller dans les fameux lycées dont il considère qu'ils pâtissent d'un manque de mixité sociale. Ça, c'est la partie amusante, si on veut être un peu cynique, de ce travail. Sur 200 demandes par an, il en accorde une quarantaine. Sur la base des carnets scolaires, d'abord, mais aussi en fonction du pouvoir des journalistes et de leur capacité de nuisance. C'est pour entretenir des bonnes relations que soit nous faisons droit à leurs demandes, soit nous répondons à leurs interrogations. Vous les aidez à contourner donc la carte scolaire? Non, on ne les aide pas à contourner, nous leur rendons un service qui allège, si vous voulez, le système qui peut être parfois très rigide. Voilà, c'est tout. Lui, il ne s'occupe que des journalistes. Les politiques, stars du showbiz et chefs d'entreprise, c'est un autre service. En tout, chaque année, le rectorat de Paris reçoit 1500 demandes de passe-droit et en accorde 200. Alors quand on voit ce reportage, la question qu'on peut se poser est la suivante. Est-ce qu'on va vers une école de riches et une école de pauvres en France? Daniel Bonneton, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le principal d'un collège dans le 10e arrondissement de Paris. Alors dans votre secteur, est-ce que les familles cherchent plutôt à inscrire leurs enfants dans votre école ou cherchent plutôt à fuir votre école? Malheureusement, je suis dans le deuxième cas. C'est-à-dire que j'ai un grand nombre de familles qui ne viennent pas au collège. Lorsque je suis arrivé il y a 3 ans dans cet établissement, on m'avait dit, tu vas voir, le quartier est très sympathique. Il est en zone d'éducation prioritaire, mais le quartier est en train de changer. Les bobos sont à 150 mètres environ. Oui, c'est un quartier qui s'embourgeoise, qui était très populaire. Et maintenant, on voit des gens avec des revenus beaucoup plus élevés qui viennent dans le 10e. Dans les écoles du quartier, on est à plus de 45% de CSP, catégorie socio-professionnelle favorisée. Donc il y a 45% de gens plutôt aisés qui ont leurs enfants dans les écoles primaires. Et au collège, 9% seulement. Alors comment vous l'expliquez? 3 raisons essentielles. La peur de la violence scolaire. Le deuxième argument, c'est la peur d'une baisse de niveau. Si nous avons des enfants trop en difficulté, ils ont peur que le niveau soit plus faible que dans un autre établissement. Et puis, il y a une troisième raison qui est plus difficile à exprimer de la part des parents. C'est un peu la peur de la mixité sociale. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, dans un collège en zone d'éducation prioritaire, nous avons une population très diverse, très mélangée. 37 nationalités différentes, des gens qui viennent d'un peu partout. Et cette diversité fait peur. Vous voulez dire à cause du mode d'éducation, à cause des valeurs, à cause des cultures, et ça les effraie. Ils ne voudraient pas, par exemple, que leurs enfants soient mélangés à des enfants qui viennent de cultures différentes, par exemple. J'ai parfois entendu ça. C'est aussi grave que ça. Et donc, résultat, un certain nombre de parents donc, contournent la carte scolaire pour éviter d'aller dans votre établissement. Mais en même temps, quel est le niveau de votre école? Il est à 20 points de moins par rapport à la moyenne nationale. Ah oui, donc on peut comprendre les familles qui ne veulent pas mettre leurs enfants dans votre collège. On voyait cette femme, par exemple, dans le reportage, qui disait mais finalement, moi je contourne la carte scolaire, j'aimerais bien ne pas le faire, mais en tant que parent responsable, je suis obligé de le faire. Vous comprenez cette réaction-là? Je comprends la crainte des parents, je comprends l'inquiétude des parents, et je comprends l'espoir des parents de faire réussir leurs enfants le mieux possible. Ma première réponse donnée aux parents, lorsque je les ai en réunion, c'est de leur dire qu'un bon élève de l'école primaire, il reste un bon élève au collège. Il n'y a aucune raison que tout d'un coup il devienne un mauvais élève, sauf événement extérieur. Mais quand on voit le reportage, est-ce que finalement, au fond, ça ne serait pas plus simple de supprimer la carte scolaire? Parce que finalement, c'est un système assez hypocrite. On a vu ces dérogations, ces vraies fausses adresses. On a vu ces enfants qui parfois sont obligés de mentir en prétendant avoir des parents divorcés pour justifier 2 adresses différentes. Est-ce que ce ne serait pas plus simple d'arrêter purement et simplement le système de la carte scolaire? Personnellement, je suis absolument contre la suppression de la carte scolaire. Parce que le risque est énorme de ghettoiser encore plus les quartiers. On s'est ému l'année dernière des émeutes dans les quartiers
en grande difficulté. Si on fait sauter la carte scolaire, les ghettos seront encore plus importants. Alors, vous savez que ça dépasse l'école, c'est l'urbanisation, c'est la sociologie, c'est les logements sociaux, mais on va ghettoiser encore plus. C'est-à-dire que là, il n'y aura plus du tout de mixité sociale. Et ça, c'est un handicap pour tout le monde.